Bonjour à toutes et tous. Je vais parler plutôt en anglais puisque tous les autres intervenants sont anglophones, ça sera plus fluide. Donc, comme vous savez, vous avez une traduction simultanée possible. So I'll continue, I'll switch to English and we can continue in English. Bon, je vais poursuivre en anglais pour que ce soit plus fluide. Lorsque je suis arrivée en l'an 2000 en Chine en tant que correspondant, on m'a dit que si je voulais avoir des informations sur les Ouïghours et sur la situation au Xinjiang, il y avait un homme, un universitaire, un économiste, qui était très au courant de tout ce qui s'y passait, qui était un modéré, qui était qui plaidait pour la non-violence et la cohabitation entre les Chinois Han et les Ouïghours. Cet homme, c'était Ilhan Tohti. C'est quelqu'un dont j'ai suivi le parcours toutes ces années et je dois dire que cela a été un choc d'apprendre qu'il a été condamné à la prison à vie pour subversion, ce qui est tout l'inverse de ce que j'avais entendu à son sujet et je l'ai même rencontré à plusieurs reprises pendant mon séjour en Chine. C'est très émouvant pour moi aujourd'hui de voir à l'écran non seulement lui-même et de l'entendre parler dans les vidéos d'archives, mais également d'entendre sa fille nous parler. Et je crois qu'elle doit être avec nous, elle doit être à l'écran. Hello, Joar. Can you hear us well? Joe, êtes-vous là? Est-ce que vous m'entendez? Yes, I can hear you well. Okay, thank you very much. So I'm very happy and honored to Très bien, eh bien, je suis ravie et c'est un honneur de vous avoir ici devant nous, à l'écran, par écran interposé. so much. J'ai entendu tellement de choses au sujet de votre père, c'était déjà il y a 20 ans. C'est un honneur d'avoir avec nous un autre des protagonistes de ce film, Abdulwahid Ayoub, qui est juste à côté de moi. Bienvenue. So you're a poet and linguist. Vous êtes poète, linguiste et à présent vous êtes expert en norvégien et en histoire norvégienne. Juste à côté, Sarah Brooks, directrice du programme Chine à Amnesty International, et le réalisateur du film, David Novak. Félicitations pour cette œuvre remarquable qui nous présente un problème colossal, mais qui passe complètement inaperçu, notamment ces dernières années, la situation des Ouïghours et leur persécution. Lorsque l'on regarde le film, c'est quelque chose qui relève de mon travail, m'intéresser aux questions en Chine. Et en regardant ce film, j'ai pu voir tout ce que j'ignorais, tout ce qui nous est caché. Mais je vais commencer avec vous, Jawar. Le dernier mot que nous avons vu à l'écran nous disait que l'on ne savait pas où se trouvait votre père. Est-ce que c'est toujours le cas? Et quand a été la dernière fois que vous avez pu obtenir des nouvelles de lui depuis sa détention? Eh bien, la dernière fois que quelqu'un a pu voir mon père ou a entendu des nouvelles de mon père, c'était en 2017. Et depuis, personne n'a pu lui rendre visite ni lui parler. Ah, j'ai un écho, je m'entends. Il y a quelques semaines, la police est venue chez moi à Pékin et a interrogé ma famille et a dit que je devais arrêter ce que je faisais parce que je travaillais pour mon père. Et la police a également dit qu'il fallait que cela cesse et qu'on ne pouvait pas lui rendre visite. C'est la réalité. Les forces de sécurité
de l'État chinois ont informé ma famille que s'ils voulaient rendre visite à mon père, c'était possible, mais on ne sait pas si c'est la vérité parce que ces dernières années, le gouvernement chinois a toujours prétendu que mon père avait des droits de visite, mais lorsque ma famille se rend pour lui rendre visite, eh bien, on ne les laisse pas le voir. Donc, nous espérons que cet été, nous allons pouvoir avoir le droit de le voir, car nous y travaillons beaucoup et nous espérons que ce que le gouvernement chinois nous a dit récemment est la réalité et qu'il est en vie. Ça, c'est mon plus grand espoir à cette heure. Mais depuis 2017, personne ne lui a rendu visite, personne n'a entendu de ses nouvelles. Pendant longtemps, on s'est demandé s'il était encore en vie et on espère avoir des nouvelles cet été. Et est-ce que vous savez dans quelle prison il se trouve? Did you hear me? Oh, it seems to be frozen. Est-ce que vous m'entendez? Lorsque mon père a été emprisonné. Oui, je vous entends, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Très bien. Donc, lorsque mon père a été emprisonné, il a été emprisonné à la prison numéro 1 au Urumqi. Nous ne savons pas s'il a été transféré, s'il a été placé en centre de rééducation ou dans une autre prison ou en travail forcé. On ne le sait pas. On le saura peut-être cet été, mais la dernière nouvelle qu'on a eue, c'était qu'il était dans la prison Urumqi 1. Dans le film, nous avons vu on pensait qu'il pensait au début qu'il aurait une peine de 10 ans, peut-être un peu plus, mais que ce ne serait pas plus pénible que ça. Et pour finir, c'était à vie. Alors pourquoi pensez-vous qu'à l'époque, ils ont pris une telle décision? C'était en 2014, après tout, il y a 10 ans. Réponse. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Alors, je ne suis pas membre de la sécurité chinoise, hein, donc je ne peux pas savoir exactement ce qu'ils avaient en tête, mais je pense que mon père a constitué le tout début d'un mouvement à l'encontre des Ouïghours. Je crois que c'était un point de départ. Entre-temps, de nombreux membres sont partis de la Chine parce qu'ils ont reçu ce signal. Mon père a été emprisonné alors qu'il n'avait rien dit de travers, il n'avait rien fait de mal. Et Tared Hamoud, qui est dans le film aussi, a quitté la Chine parce qu'il a vu un érudit de renom tel que mon père emprisonné. Donc, comme vous le savez, le nouveau président de la Chine est arrivé au pouvoir juste avant l'emprisonnement de mon père. À mon avis, c'était donc le signe d'un changement systématique en Chine sur le plan politique. Et il modifiait, il faisait évoluer toute leur approche politique et les outils qu'il voulait utiliser dans la région ouïghour. Et leur objectif était de regagner le contrôle complet de la région et les individus ou les groupes restants qui avait une quelconque possibilité d'avoir une opinion divergente ou pourrait représenter une menace pour le pouvoir des autorités. Mon père était une cible facile parce qu'il était en train de réveiller la jeune génération d'Ouïghours. Il leur donnait envie de connaître leur histoire. Il était en faveur du développement de la patrie ouïghour et il réveillait non seulement le peuple ouïghour, mais il était recherché à l'échelle il était connu à l'échelle internationale. Vous venez de dire que vous le connaissiez depuis longtemps, et c'était le cas pour de nombreuses organisations, ONG, etc. Et
Les responsables du gouvernement ont appris à connaître Ilham Tohti et son approche, ce qui posait problème pour le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois ne veut pas trouver de solution ou avoir la paix. Ils veulent un contrôle complet, total de la région. Dans le film, on vous a entendu dire que vous vouliez vivre une vie ordinaire en tant que petite fille et que malgré cette envie, vous avez été obligé de vous lancer dans la politique. Comment gérez-vous cette situation? Quelle est votre mission d'après vous? Alors, j'ai grandi en voulant devenir danseuse. Je voulais travailler dans l'art. Mais vous êtes une excellente danseuse, d'ailleurs. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai plus le temps de pratiquer la danse. Merci de vos compliments. Je ne suis plus très bonne du tout. Je n'ai plus le temps de danser, mais j'ai passé 19 ans à être formée en tant que danseuse et en rêvant de devenir danseuse. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est simplement une passion. J'ai quelques moments pendant mon temps libre pour danser, mais aujourd'hui, je suis militante pour les droits de l'homme et je travaille là-dessus. Que ce soit pour parler avec la Chine ou avec d'autres pays. Voilà. Alors, est-ce que ça me plaît? Non, pas vraiment. Je suis sûre qu'il y a d'autres gens qui adorent analyser les données. Pas moi. J'espère un jour pouvoir reprendre ma passion, mais comme beaucoup d'autres Ouïghours, j'ai dû faire une croix sur ma passion et je connais un très grand nombre de jeunes Ouïghours qui ont dû faire une croix sur leur passion. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas le choix. Le gouvernement chinois aurait souhaité que nous oublions ce qui s'est passé, que nous oublions la souffrance des membres de nos familles. Ou alors, il faut simplement qu'on fasse une croix sur nos passions et ce qui nous plaît et qu'on travaille simplement sur ceux qu'on a perdus, ceux qui ont disparu, membres de la famille, amis, etc. Nous n'avons donc pas fait un choix. Le gouvernement chinois nous a poussés à faire ce choix et j'espère qu'un jour, grâce à l'assistance que nous apporte la communauté internationale, nous pourrons tourner la page et nous pourrons reprendre nos anciennes passions. Et les gens qui vivent dans la région ouïghour, footballeurs, médecins, chanteurs ou autres, qui ont été obligés de tourner le dos sur leur passion et aujourd'hui travaillent comme ouvriers dans des usines, eh bien, j'espère que tous ces gens-là pourront reprendre une vie normale et reprendre leur passion. Merci. Merci et nous reviendrons sur ces questions liées au travail tout à l'heure. David, j'aimerais me tourner vers vous maintenant. Dans le film, ce qui est frappant, c'est que les gens sont prêts à parler malgré la pression qui existe au niveau de ceux qui ont des membres de la famille sur place. Est-ce que c'était une des principales difficultés dans le tournage, pendant le tournage et la création de ce film, la capacité de parler ouvertement? Merci de la question. Et avant de me lancer, j'aimerais vous remercier d'être présent. C'est encourageant de voir autant de gens dans la salle. Alors, ma réponse est oui et non. Oui, dans le sens où le nombre de personnes qui se sentent à l'aise au sein de la diaspora, à l'aise donc et en mesure de pouvoir parler, eh bien, est très limité. Un très grand nombre de personnes ont trop peur de s'exprimer. Des groupes ethniques turcs et d'autres minorités ont trop peur de s'exprimer aussi. Ceci étant dit, il y a un petit nombre de gens qui sont prêts
a parlé. Je ne suis pas le seul journaliste ou cinéaste à avoir pris contact avec ces gens. Vous en voyez d'autres dans les médias. Mais l'une des grandes différences, c'est qu'avec Abdouali comme guide, notamment en Turquie, nous avons pu rencontrer des gens qui, pour nombre d'entre eux, parlaient pour la première fois, beaucoup plus que ce que vous avez vu dans le film. Tout comme pour les Kazakhs, vous ne les avez pas vus dans la version courte du film, mais dans la version longue, il y a une quarantaine qui se sont exprimés devant les caméras. Donc, c'est une arme à double tranchant parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont prêts à s'exprimer et qui sont faciles à trouver à ce stade-ci. Alors, c'est toujours risqué et avant, une fois que le film était fini et que nous étions prêts à le rendre public, nous avons vérifié avec toutes les personnes concernées que cela ne leur posait toujours pas de problème de passer à l'écran. D'ailleurs, personne n'a changé d'avis, même si beaucoup d'entre eux avaient eu des coups de fil assez étranges, des coups de fil à propos de des membres de leur famille, sans avoir beaucoup d'informations détaillées, mais quand même des coups de fil à propos de leur famille. Et puis, personnellement, je ne me suis pas sentie particulièrement menacée. Alors, bien entendu, il y a les données qu'on doit protéger. Nous avons pris toutes les mesures de précaution. Nous avons utilisé des plateformes cryptées, bien entendu. Et lorsque nous étions en tournage au Kazakhstan, nous avons été suivis. Alors, c'était plus préoccupant pour notre hôte là-bas, qui est juriste et militant, mais avec un peu d'arrogance, je peux dire que le fait d'avoir un passeport américain me faisait souci, mais finalement, cela ne m'a pas posé de problème particulier. Et où avez-vous commencé lorsque vous avez décidé de vous intéresser aux Ouïghours et d'en faire un film? Eh bien, le point de départ, c'était vraiment Johar. Nous nous sommes rencontrés par le biais de notre ami Yashwekal, qui a un site, une plateforme, un blog qui est basé aux États-Unis. Son blog s'appelle China Chain. Elle connaît très très bien Johar. Et j'étais avec elle à Berlin. On filmait autre chose, une histoire liée à la Chine également. Elle a commencé à me parler de Johar Tohti. Et Johar nous a accueillis dans l'Indiana pour qu'on la rencontre et pour qu'on puisse écouter son histoire. Mais à ce moment-là, j'étais déjà conscient du fait que c'était une histoire majeure, que cela allait intéresser plein de gens. C'était en 2018, c'était au moment où on a commencé à entendre parler des camps de rééducation. Et en tant que juif originaire d'Europe de l'Est, qui a perdu une partie de sa famille dans les camps de concentration, pour moi, c'était vraiment un sujet qui n'est pas arrivé sur mon bureau par hasard, et je me suis sentie obligée de raconter cette histoire, de la faire connaître au plus grand nombre, pour que les gens commencent à comprendre l'ampleur de cette situation. Parce qu'1,5 million de personnes qui se retrouvent dans ces camps, on ne sait pas aujourd'hui combien d'entre eux sont condamnés à des travaux forcés, combien sont morts, certainement beaucoup, mais on n'a pas de chiffres. C'est terrifiant. Et si on regarde les 10 autres millions de personnes qui vivent dans un état de surveillance extrême, eh bien, tous ces gens ont des proches qui ont disparu d'une manière ou d'une autre. Tout cela est une crise terrible. Abdouali, Jouar en a un peu parlé, mais vous êtes un protagoniste du film. Vous enseignez le ouïghour, l'identité ouïghour. Quel est l'objectif, selon vous, du gouvernement chinois ici? Est-ce l'éradication de la culture ouïghour, l'assimilation forcée, comme vous le dites? Est-ce que c'est une question d'unification de l'unité chinoise de Pékin à Kashgar?
It's both. Eh bien, un peu des deux. Lorsque l'on parle de génocide, on nous répond souvent qu'il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas... Mais le gouvernement chinois se compare toujours avec Gaza, par exemple. On peut voir sur Twitter, ils postent des photos de la ville de Gaza et ensuite ils postent une photo d'Urumqi. Et ils disent, mais regardez, regardez, combien Urumqi est belle. Donc, il n'y a pas de tuerie de masse, on l'a vu, mais le problème, c'est que c'est au fond de nous, il y a quelque chose qui est en train d'être tué. On le voit au quotidien. En temps de guerre, les gens meurent une fois, mais dans les camps, les gens meurent tous les jours. C'est la réalité. Je l'ai vécu moi-même pendant 428 jours exactement. Chaque jour, on meurt à nouveau. Et c'est exactement cela que le gouvernement chinois inflige à 3 millions de personnes. Donc oui, ils veulent que vous deveniez chinois dans le camp, mais également, ce qu'ils font à l'extérieur des camps, c'est qu'ils envoient des enfants au jardin d'enfants. À partir du jardin d'enfants, ils commencent à éliminer leur identité. Si les parents sont dehors et si les parents sont dans les camps, ils doivent passer 365 jours dans le camp, 24 heures sur 24. La Chine veut une identité unique et une idéologie unique, l'idéologie communiste nationaliste, pour faire une nation, une seule nation, la nation chinoise. Il n'y a pas de place pour les Ouïghours, les Tibétains ni les Mongols. Ces 428 jours, c'est le temps que vous avez passé dans les camps, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez eu l'impression qu'on attendait de vous que vous abandonniez votre culture? Oui. On vous pose la question, qui sont les frères les plus proches des Ouïghours? Eh bien, il faut répondre, ce sont les Chinois Han. Ce n'est pas vrai, mais il faut répondre les Han. Et si on vous demande, est-ce que vous êtes musulman ou pas? Il faut dire non. Donc chaque jour, vous répétez, je suis un criminel, je suis un séparatiste, je suis ici parce que j'ai une maladie idéologique, parce qu'il faut que je me corrige. Il faut prononcer ces mots et il faut les prononcer chaque jour, à partir de 8 heures du matin jusqu'à 8h45, tous les jours. Avant le repas, après le repas, il faut chanter les louanges du Parti communiste chinois et de l'État-providence chinois et de Xi Jinping. Sarah, ces derniers mois, des informations sont sorties selon lesquelles la pression dans les camps avait quelque peu diminué, des gens avaient été libérés et avaient pu rentrer chez eux. Que savons-nous aujourd'hui de la situation? Eh bien, il est très difficile de savoir aujourd'hui ce que nous ne savons pas et de savoir comment interpréter les informations dont nous disposons. D'un côté, le gouvernement chinois a énormément de succès dans sa propagande, de success story, de développement économique au Xinjiang. Il présente cela comme un modèle à succès de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et le séparatisme. Et ils transmettent ces informations par le biais de leur
propres médias, par leurs canaux diplomatiques, et ils organisent également des visites de la région ouïghour. Ils font cela en travaillant avec des universitaires en Occident qui parlent à leurs pairs et qui portent la bonne parole du gouvernement chinois. Et ça, c'est quelque chose qui est très complexe, très compliqué pour nous, très difficile de lutter contre, parce que tout ce que David vient de présenter et tout ce que Abdoulaye vient de dire, eh bien, être en contact avec ces gens sur le terrain, c'est très difficile de le faire. C'est très difficile de mener des recherches, de collecter des éléments tangibles. Ça demande un travail colossal et un courage encore plus extraordinaire. Et beaucoup reposent sur les épaules des communautés elles-mêmes, les gens qui souffrent le plus finalement dans cette situation. Parce que comme Jower l'a dit, vous ne vouliez pas que cela devienne votre travail, mais finalement, ça l'est devenu. Et c'est là que des organisations comme la mienne, eh bien, nous espérons que nous pouvons apporter un soutien, une assistance complémentaire pour pouvoir faire la lumière sur ce qui se passe. La meilleure manière dont je pourrais décrire la situation, c'est en reprenant les termes d'une universitaire qui a dit que c'était des fermetures cosmétiques de ces camps. Parce que l'ampleur de l'infrastructure qui a été mise en place, tant les camps physiques que la société de surveillance qui s'est mise en place, cela a commencé doucement à se réduire, mais ce n'est quelque chose qui n'est que superficiel. Les gens ont commencé, qui s'intéressent à la situation, se rendent bien compte qu'il n'y a pas d'amélioration pour ce qui est des liens entre les prisonniers et ceux qui sont dehors. Certains quittent les camps et se retrouvent en prison. Ils se retrouvent avec des peines de prison de 15-20 ans, avec des procès à huis clos, très peu ou pas d'accès aux droits de la défense, présence de la famille. Et parallèlement à cela, partout dans le pays, le gouvernement chinois réduit de plus en plus la marge de transparence qu'il y a sur son système judiciaire. Donc les informations les plus fiables qui nous viennent, elles viennent du terrain et à un coût considérable pour ceux qui nous les livrent. Un des aspects les plus frappants, c'est le fait que la communauté internationale finalement ne réagit pas face à l'ampleur de ce qui se passe. Mais il n'y a pas que cela. On se retrouve dans une situation où des pays musulmans votent en faveur de la Chine au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ou appuient la Chine, la soutiennent. Donc il y a une sorte de bataille avec l'Occident qui vient avec 34 pays, la Chine qui est soutenue par 46. Comment est-ce que vous expliquez le succès de la Chine? Comment est-ce qu'elle arrive à s'associer à une telle protection de la part des autres pays? Et je pense qu'il est important ici de regarder les deux côtés de la médaille. Pour ce qui est du succès de la Chine, l'appareil diplomatique chinois a beaucoup accompli parce que leur intérêt, c'est de faire en sorte que le monde occidental ou les ONG ou les experts ne s'intéressent pas vraiment à ce qui se fait en matière de droits de l'homme dans leur pays. Et il y a beaucoup de pays qui commettent des violations des droits de l'homme. Donc c'est un petit peu une question de service rendu finalement. Mais également, il faut ne pas se voiler la face. Les gouvernements, dans leur balance, il y a également les relations commerciales, le développement, le soutien politique et économique qui arrive, qui vient de la Chine, qui peut être très difficile à refuser. Et un point que le gouvernement chinois a exprimé très clairement, c'est qu'il n'y a pas de compromis. Soit vous travaillez de manière constructive avec la Chine, soit vous êtes contre la Chine.
Donc, tenir un échange mature avec des nuances, des différences, c'est quelque chose qui est impossible avec la Chine aujourd'hui. Mais le deuxième point, effectivement, la Chine arrive à s'assurer un important soutien parmi les autres pays. Et l'idée, c'est de faire face également à l'Occident. Et donc, l'Occident doit être conscient de cela et nous devons être bien prendre en compte ce que nous voyons. Tu vois, je me souviens, vous étiez ici en 2016 au moment où votre père, Ilham Tohti, a obtenu un prix au moment où le président du comité a pris la parole. Il a parlé d'Ilham Tohti et de ce qu'il représentait. Et ce qu'Ilham Tohti demandait, c'était vraiment exactement les choses qui permettraient la sécurité de la Chine, la stabilité de la Chine, l'intégration, le dialogue entre les communautés. Et ça, c'est avant les camps, avant que l'on commence à voir des séparations familiales massives, une répression massive. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, auquel j'ai beaucoup pensé. Nous aurions dû savoir. Nous aurions dû nous douter de ce qui est arrivé. Et nous aurions dû, la communauté internationale aurait dû s'engager pour protéger les droits humains et réfléchir à ce qui aurait pu se faire sur place. Jawar, pour revenir à vous, vous avez parlé des questions relatives au travail et le travail forcé est une des questions pertinentes dans le cadre de la problématique du Xinjiang. Comment, d'après vous, l'Occident, qui achète beaucoup de choses à la Chine et leur vend aussi des produits, Volkswagen et autres, comment pensez-vous qu'on pourrait changer un tant soit peu la situation au Xinjiang? Alors, il est difficile de comprendre comment leur pouvoir d'achat pourrait changer ou avoir une influence sur la décision politique d'un pays. Alors, analysons la chose comme suit. Le gouvernement chinois a un budget pour maintenir la stabilité sociale. Et une grande part de ce budget est dédié à notre région, mais aussi au Tibet. Et donc, ce budget est dédié à des abus ou des violations de droits de l'homme. D'où provient cet argent? Eh bien, le gouvernement chinois est très inquiet à propos de son économie en déclin depuis un certain temps, depuis la pandémie, depuis certaines sanctions de l'Ouest. La population chinoise aussi est très insatisfaite de façon générale vis-à-vis de leur gouvernement depuis quelques années. Donc, comment s'y est pris le gouvernement chinois pour équilibrer la situation? Vous voulez la stabilité, eh bien, il faut laisser tomber les droits de l'homme. Vous laissez tomber les droits de l'homme, alors à ce moment-là, vous pouvez bénéficier de stabilité, vous, votre famille, bénéficier d'un statut de classe moyenne. On vous le garantira, mais seulement du moment que vous ne posez aucune question et ne faites pas de demande par rapport à la liberté d'expression ou le droit de vote, etc. Donc, vous devez renoncer à une chose pour pouvoir profiter d'une autre. Mais aujourd'hui, la Chine ne peut pas garantir ce standard de classe moyenne ni garantir l'emploi. Et en même temps, il n'y a pas le droit de vote ni la liberté d'expression. Et donc, les Chinois aujourd'hui se sentent menacés et essayent désespérément de
reprendre un peu de pouvoir au niveau économique. Donc, oui, des milliards de yuan sont utilisés pour mettre sur pied ou garantir la continuité de ces centres de rééducation. Ils utilisent cet argent pour embaucher des milliers de personnes ou maintenir les caméras en état de fonctionnement, etc. Et ensuite, il faut veiller à avoir le budget nécessaire pour cela et pouvoir bénéficier des pratiques actuelles. Et c'est là que le travail forcé entre en jeu. Ils profitent de ce travail extrêmement bon marché ou même gratuit en plaçant les gens dans des centres de travail forcé. Nous savons que la Chine a une réputation, même avant tout ce débat à propos d'un génocide, mais nous savons que les Chinois, depuis longtemps, utilisent le travail des prisonniers. Depuis longtemps, ils enferment les gens dans des prisons et avec ces centres de rééducation et ces nouvelles pratiques, ils arrivent à réduire ces coûts faramineux en utilisant le travail forcé de ces gens. Alors, comment faire en sorte que la Chine ne puisse plus profiter de ces pratiques? Si nous n'avons plus de commandes de la part du Sud ou du monde occidental, à ce moment-là, les Chinois devront se contenter des commandes chinoises. Il y a beaucoup de travailleurs chinois qui travaillent dans des usines chinoises qui seront en mesure de répondre aux besoins des Chinois et ils font appel à ces autres individus qu'à cause des entreprises étrangères. Si les entreprises étrangères quittent la Chine, s'il n'y a plus de lien avec la Chine au niveau de la chaîne d'approvisionnement, s'il n'y a plus de commandes, eh bien, ce sera trop coûteux pour la Chine de garder ces milliers de gens dans des centres de détention. Et donc, pour de simples raisons mathématiques et économiques, la Chine sera obligée de relâcher tous ces gens qui sont enfermés depuis si longtemps, tout simplement parce que le pays doit proposer des emplois aux Chinois qui sont au chômage et qui souhaitent travailler dans des usines et bénéficier d'assurance maladie et de salaires normaux. Mais les Ouïghours sont ceux qui devront renoncer à leurs postes initiaux et n'auront pas, eux, le choix de partir ou de retrouver les membres de leur famille ou refuser de travailler plus de 16 heures par jour, des éléments qui détruisent leur santé physique sur le long terme. Donc, la communauté internationale doit se poser la question, lorsque j'achète telle chose, où va l'argent et comment cet argent va-t-il contribuer à la situation des Ouïghours? C'est ce qu'il faut se poser comme question. 85% du coton chinois vient de l'Ouïghour. 10% des produits en aluminium viennent de la région ouïghour. 10% du PVC mondial vient de notre région. Et ensuite, il y a les tomates et d'autres fibres synthétiques, les communications, les technologies. Tout ces produits proviennent de la région ouïghour et c'est vraiment extrêmement inquiétant et préoccupant de voir que le monde entier dépend de cette région uniquement. Et nous devons nous demander s'il ne faudrait pas reformuler notre chaîne d'approvisionnement qui, lui, est assez solide pour aller chercher ces produits ailleurs dans des régions qui défendent les droits de l'homme, ne les violent pas et sont plus durables sur le plan de l'environnement. Je suis sûre qu'il y a les militants
écolo dans la salle. Donc, il y a l'écologie et il y a aussi les droits de l'homme. Plus de 80% de ce qui est utilisé dans les produits, dans les panneaux solaires, proviennent de la région ouïghour. Est-ce que c'est mieux pour l'environnement? Non, parce qu'en Chine, tout le polysilicone est utilisé grâce à est produit grâce à l'utilisation du charbon, ce qui est mauvais pour l'environnement. Donc, si ce n'est pas bon pour les droits de l'homme et ce n'est pas bon pour l'environnement, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à un autre moyen de trouver les produits, une façon plus éthique de dépenser notre argent et comment contribuer à améliorer la situation de tous ces individus. Merci. Merci, Abdou Eli. Dans vos plaidoyers, dans vos contacts avec les gouvernements, qu'est-ce qui est, d'après vous, le principal obstacle à l'engagement ou à l'action? Est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que c'est le marché chinois qui est trop important? Quelle est la principale raison? Eh bien, la raison principale, c'est l'argent. Je ne crois pas qu'ils ne soient pas au courant. Ils savent, ils sont au courant, très clairement. Ils savent. En privé, ils peuvent même me dire plus que moi, je sais. Mais vous savez, quand l'argent entre en jeu, les choses changent. Je vais vous donner un exemple. Là où je vis, à Bergen, il y a l'université de Bergen qui a importé des panneaux photovoltaïques de Jay Solar, une entreprise. Et cette entreprise a été dénoncée en 2019 par les États-Unis comme complice du génocide ouïghour. Mais pourtant, en 2022, eh bien, l'université de Bergen a importé ces panneaux solaires et elle a signé un contrat de 10 ans avec cette entreprise. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai un bureau au sein de la bibliothèque publique de Bergen et la bibliothèque a installé des caméras Hikvision et ce sont là les mêmes caméras qui sont installées dans les camps de concentration. Donc c'est fou parce que je travaille d'arrache-pied et pourtant la ville où je vis se retrouve à installer là où je travaille les mêmes caméras que dans les camps. Ne me faites pas croire qu'ils ne sont pas au courant parce que j'ai parlé aux médias et cela n'a rien changé. Les caméras sont toujours en place. C'est une question d'argent. Donc oui, on parle, on échange, mais en coulisses, il y a aussi des échanges qui ont lieu. C'est très parlant, en effet. Sarah, nous essayons de trouver des solutions. Quelles solutions recommanderiez-vous? Des solutions que nous, individus, citoyens, consommateurs, électeurs, pouvons-nous mettre en œuvre pour changer cette sinistre situation? Eh bien, je pense qu'il faut plus que quelques minutes pour répondre à cette question, mais je voulais dire deux choses. Abdou Wali, pour vous réagir, effectivement, l'information est là et il y a des gens dans cette salle, il y a des gens dans des bureaux de l'autre côté de cette ville qui font un travail remarquable, qui collectent des informations, qui documentent des abus des droits humains et qui tentent de dialoguer avec le gouvernement chinois pour obtenir des réponses. Que ce soit des gens d'organisations de la société civile, très peu, mais certaines entreprises ou des institutions des Nations Unies, eh bien, je pense que tous ces gens ont fait un travail remarquable pour nous donner des informations. Et maintenant, il faut dire assez, il faut pouvoir agir. Il faut cesser de trouver des excuses et de se dire non, mais c'est peut-être pas le bon moment, ou peut-être qu'il faut regarder les choses sous un autre angle. Non. Si on regarde la publication par le bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU sur la situation au Xinjiang,
Ce rapport nous a montré que les choses étaient pires encore que l'on croyait, mais pour ceux d'entre nous qui travaillons avec les Nations Unies, eh bien, ce rapport avait un énorme potentiel. Il nous a donné des informations extrêmement utiles. C'est-à-dire que sur la base des informations communiquées par l'ONU, on a pu constater que la Chine commettait des crimes, y compris des crimes contre l'humanité. Et agir au niveau des États membres de l'ONU, c'est quelque chose qui est devenu presque infaisable. Donc, est-ce que dans un avenir proche, cela signifie que si, par exemple, demain, une résolution était passée au Conseil des droits de l'homme, nous pourrions voir un changement sur le terrain pour les Ouïghours? Et je ne pense pas. Mais cela nous montre qu'il est possible de dire la vérité, même face à de grandes puissances, face au gouvernement chinois, et de leur demander des comptes, exactement de la même manière que le système devrait pouvoir demander des comptes à n'importe qui. Cela montre que les communautés, les proches luttent. Et cela montre que, eh bien, les universitaires, les chercheurs s'intéressent à ce qui est arrivé à leur famille. Et je pense que c'est quelque chose qui est très puissant. Et nous pouvons tous, à notre échelle, signer des pétitions, demander à nos députés d'agir, écrire des courriers pour faire en sorte que les discussions avec la Chine ne soient pas guidées par des intérêts économiques, mais que les droits humains en Chine et au sein de nos sociétés ici soient pris en compte. On peut voir ce qu'Abdewali fait. Vous travaillez avec la Turquie notamment, et vous mettez vraiment l'accent sur les droits humains. Merci. Avant de me tourner vers vous, David, une dernière question. Quel va être le parcours de votre film? Qui pensez-vous influencer? Eh bien, cela rejoint ce que vous venez de demander à Sarah. Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Eh bien, moi, j'invite les gens à partager notre film et à entrer dans notre liste de diffusion de manière à ce que l'on puisse diffuser ce film partout dans le monde, pas forcément ici à Genève, mais s'il y a des gens ailleurs dans le monde qui souhaitent obtenir des informations sur le film, eh bien, contactez-nous de manière à ce que l'on puisse augmenter le nombre de spectateurs de ce film. Et c'est à ça qu'il doit servir ce film. Il n'y a aucun occidental qui parle dans ce film. C'est un film témoignage. Et c'est ça qui est important pour nous. Je pense que c'est sa grande force. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire, partager le film. Mais outre cela, eh bien, il va falloir que vous commenciez à regarder ce que vous achetez. Vous savez, il y a beaucoup d'add-ons que vous pouvez mettre sur votre navigateur qui vous disent sur quel site vous êtes et s'il est probable que les produits que vous souhaitez acheter sont fabriqués par du travail forcé ou non. Je ne vais pas vous donner de marques ou de suggestions. Je vois Jawar qui rit, mais c'est quelque chose qui est très facile à trouver. C'est quelque chose que nous ne voulions pas mettre dans le film non plus. Nous voulions raconter des histoires de vie et que ce soit un véritable témoignage, que vous regardiez l'histoire de la région. Tous les détails de tout ça, vous pouvez tout retrouver en ligne facilement. Passons maintenant aux questions de la salle. Il y a des micros qui circulent, je crois. Le réalisateur de Photophobia s'est retrouvé en Ukraine pour faire quelque chose de complètement différent et il s'est retrouvé à devoir se cacher, aller sous terre pour se protéger de bombardements. Et il a vécu dans le métro pendant quelque temps et il a rencontré des gens avec qui il est devenu ami, puis il a filmé, il est devenu militant et je me suis dit, en fait, tout le monde peut devenir militant. Et je pense que nous tous, dans cette salle, tous ceux dans cette salle qui est ici, vous pouvez devenir militants. Et nous devons agir, nous devons faire des choix en achetant, en votant
Nous devons, dans nos villes, là où nous vivons, rendre nos gouvernements comptables. Je vous invite à faire court pour qu'on puisse entendre plus de personnes. Oui, j'avais une question. Le gouvernement chinois ouvre des bureaux dans différents pays, des bureaux de surveillance. Je me demandais quelle était la situation en ce qui vous concernait par rapport à ces agissements des Chinois dans différents pays. Alors, je vais essayer de répondre. Oui, effectivement, dans certains pays, il y a la présence de la police secrète, même des commissariats secrets, des organisations secrètes. Mais ça va même plus loin que cela, parce que la Chine, c'est un empire numérique. 90% des Chinois utilisent WeChat, c'est une application. Vous pouvez acheter en ligne, vous pouvez faire tout ce que vous voulez par WeChat. Mais en même temps, c'est également une application espion. Donc, où que vous alliez, vous êtes suivi, vous êtes pisté. Et il vous faut télécharger cette application pour communiquer avec les membres de votre famille. Ça veut dire que 24 heures sur 24, vous êtes sous contrôle du gouvernement. Donc, 90-95% des Chinois dans le reste du monde se taisent. Donc oui, on sait qu'il y a des commissariats secrets, mais ce qui est le plus dangereux encore, c'est la prison numérique chinoise qui existe. Cette prison, on l'a dans notre poche, c'est notre téléphone. Et c'est pour cela que les Chinois ne s'expriment pas. Parce que tous les Chinois ont peur de parler, ils ont peur de s'exprimer parce qu'ils ont leur smartphone et ils en ont besoin pour communiquer avec leur famille. Le gouvernement chinois ne peut pas permettre aux Chinois d'utiliser WhatsApp, Signal. Non, non, ils ne peuvent utiliser que WeChat. C'est le lien entre les gens à l'extérieur et les gens au pays. C'est comme cela qu'ils communiquent. Merci. Merci, ce film a été vraiment nécessaire. Merci aux producteurs et aux militants et aux acteurs. Cela fait 14 ans que cette répression se poursuit et c'est le premier documentaire que j'ai pu voir à ce sujet. Les gouvernements qui commettent des violations des droits humains n'aiment pas être sous le feu des projecteurs. En général, ils s'attachent à nier toutes leurs exactions. Et ici, ce qui est important, c'est de lutter contre le désintérêt des autres nations quant à cette problématique. Donc votre travail est effectivement très important. J'ai une question d'ordre général. Est-ce que ce projet monstre peut réaliser, c'est terrible, éradiquer toute l'identité d'un peuple? Cela fait 10 ans que cela dure. Et, cela va durer combien de temps encore? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, quid de la diaspora ouïghour? Combien de Ouïghours vivent à l'étranger et dans quel pays vivent-ils? Dans quel pays sont-ils les plus nombreux? Est-ce qu'il y a des gouvernements qui a condamné ouvertement les agissements de la Chine à leur encontre? Ce qui me frappe également, c'est l'attitude du gouvernement turc, parce qu'on aurait pu s'attendre qu'ils défendent une communauté qui est d'une ethnie cousine. Et je me demandais également pourquoi vous aviez quitté Istanbul. Nous pouvons commencer avec Jouar. Jouar, est-ce que ce projet peut être couronné de succès? Alors, votre question, c'est savoir si ce projet monstrueux des Chinois peut éliminer les Ouïghours, c'est cela? Alors oui, si cela continue pendant suffisamment longtemps, cela pourrait être mené à bien. Si vous regardez les groupes, les minorités ethniques en Chine, il y en a 50 en tout.
en comptant les Chinois Han, mais seulement 10 de ces minorités ont conservé leur culture et leur langue d'origine. Et les 40 et quelques autres ont été complètement assimilées par les Han, soit parce qu'elles ressemblent aux Han, soit parce qu'elles ont changé leur langue et leur culture. Cela a pris de nombreuses années, mais ça s'est fait progressivement. Ce sont de plus petits groupes ethniques, des populations plus petites, donc cela a été plus facile pour le gouvernement chinois de les assimiler. Ces groupes, pour beaucoup, n'étaient pas des groupes religieux, mais pour des populations comme les Tibétains, les Ouïghours, les Kazakhs, nous avons une culture et une religion, nous avons lutté pour les préserver, mais face à ces efforts systémiques de destruction de notre identité, eh bien, effectivement, oui, ils pourraient y arriver. Et nous pourrions nous retrouver comme les Mongols de Mongolie intérieure. Vous savez, la Mongolie, les Mongols ont une place importante dans l'histoire, mais la Mongolie intérieure, eh bien, les Mongols en Mongolie intérieure ont perdu leur culture. Et le Tibet est sur la même voie. Et chez nous, cela pourrait être la même chose si cela se poursuit pendant suffisamment longtemps. On peut mettre un terme à cette destruction en mettant un terme aux agissements du gouvernement chinois. Je dois dire que moi, avant d'arriver aux États-Unis, je ne parlais pas ouïghour, je ne parlais pas ma langue maternelle parce que j'ai grandi à Pékin. Donc, je l'ai apprise à l'université de l'Indiana. J'ai suivi des cours à l'université, j'ai pris des cours. Maintenant, je peux parler, lire, écrire en ouïghour, mais à un niveau limité. Les gens comme moi, les Ouïghours comme moi, nous faisons tout ce que nous pouvons pour honorer notre culture. C'est seulement en arrivant aux États-Unis que j'ai fait le ramadan. La première fois que je me suis rendue dans une mosquée, que j'ai pu toucher un Coran. Et maintenant, je le fais tous les ans. Et avant, en Chine, je ne pouvais pas le faire. Donc oui, les Ouïghours, comme moi, nous luttons pour la préservation de nos droits et notre culture, notre religion. Et j'espère que vous pourrez nous aider à le faire. Dans certains pays, il y a des musées de culture tibétaine ou des temples, des mémoriaux. Je pense que peut-être, je ne sais pas, à Genève, à Berlin, à Paris, nous pourrons avoir l'occasion d'honorer la mémoire des Ouïghours. Nous sommes un peuple magnifique avec notre culture, notre religion. Voilà, nous sommes qui nous sommes et j'espère que vous pourrez nous connaître. Mais il y a une question, quelqu'un a posé une question sur ce que l'on peut faire. Eh bien, si vous êtes à l'université, vous pouvez contacter votre université et demander à ce que l'on enseigne la langue ouïghour. C'est quelque chose de très important parce que l'éducation, c'est essentiel pour enseigner l'approche des droits humains. Il faut d'abord, pour changer la situation dans le pays, il faut financer des cours, il faut enseigner la langue et il faut enseigner également la langue ouïghour aux Ouïghours. Les Ouïghours sont des gens comme les autres. Ce n'est pas parce que nous venons d'un endroit reculé que nous sommes si différents. Vous voulez répondre à la question sur la Turquie? Oui. Récemment, je me suis entretenue avec une dizaine de Ouïghours qui venaient juste d'arriver de Chine. Ils ne sont pas venus directement du Turkestan. Ils sont venus du Sichuan ou d'une autre province de l'Ouest. Et je me suis rendu compte que la surveillance était déjà internalisée. Par exemple, les gens
savent qu'il ne faut pas qu'ils disent qu'ils sont Ouïghours. Ils ne disent plus « nous, les Ouïghours », ils disent « nous ». Ils n'utilisent pas le mot Ouïghour, ils ne disent pas que leur langue est la langue ouïghour, ils n'utilisent pas le mot Dieu. Et lorsque l'on prend congé de quelqu'un, on dit Dieu vous bénisse. Et maintenant, ils ne disent plus cela. Même les mariages, les noces sont des noces à la chinoise. Ce n'est pas le gouvernement chinois qui leur demande cela, mais ils ont intégré ce changement. Ils le font spontanément. En tout cas, ceux à qui j'ai parlé. Et maintenant, ils demandent également aux enfants de leur parler en chinois et non pas en ouïghour, parce qu'ils savent que tout le monde a un téléphone avec une appli qui s'appelle Xinhuang. Et cette application les surveille. C'est une simple application, pas une caméra, pas un camp. Donc lorsqu'ils parlent à leurs enfants en ouïghour, l'application les rappelle à l'ordre. Donc ils se retrouvent à parler chinois, pas parce qu'ils en ont envie, mais parce que c'est une manière de rester plus en sécurité. Ça, c'est encore une nouveauté. Ensuite, pour en revenir à la Turquie, nous aimons beaucoup les Turcs. Ils sont turcs, ils sont musulmans. Mais le gouvernement, c'est autre chose, parce que le gouvernement coopère avec la Chine et la Turquie, comme d'autres pays musulmans. Eh bien, les médias sont contrôlés par le gouvernement. Moi, je suis allée en Asie centrale en septembre 2022 et des Ouïghours de 3e génération m'ont demandé s'il était vrai, si la propagande américaine était vraie ou non. Et je leur ai dit, mais si moi je suis vrai, alors c'est que c'est vrai. Si moi je suis faux, alors je vous raconte n'importe quoi. Mais c'est frappant, en Ouzbékistan, des Ouïghours de 3e génération ne croient pas vraiment à ce qui se passe. Donc si même des Ouïghours n'arrivent pas à croire à ce qui se passe, comment est-ce qu'on va convaincre des Turcs? Parce que finalement, ils ne font qu'écouter la propagande chinoise. Mais ce sont des gens qui n'ont pas accès à la réalité. Par exemple, nous avons voulu présenter le film à un festival de films kazakh et nous n'avons pas pu le faire. On ne peut pas présenter ce film dans un État musulman. Alors, ce n'est pas que les gens trouvent que ce n'est pas important, c'est qu'ils ne sont pas au courant. En Turquie, c'est différent. Depuis que Erdogan est devenu dictateur de la Turquie, les médias ne sont plus libres. Je pense que les gens simplement ne savent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas la situation. Le régime turc prétend que nous sommes leurs frères musulmans, mais il ne fait que tromper son peuple, finalement. Nous avons du temps pour une toute dernière question. Au premier rang. Merci. Un film absolument extraordinaire. Toutes mes félicitations. Et j'avais entendu parler de ce film, mais c'est la première fois que je l'ai vu. J'ai voyagé depuis l'Allemagne pour pouvoir voir le film qui m'a émue. Il est vraiment impressionnant. Je fais partie de cette histoire. Ma mère est décédée dans un camp de concentration. Mes 2 frères y sont enfermés depuis 2017. Je n'ai plus de nouvelles. Nous travaillons à l'échelle mondiale dans tous les pays. On ne se repose jamais. Mais je pense que 5 minutes de film valent bien plus que s'exprimer devant des centaines de milliers de personnes. Donc, félicitations. Ma question pour vous est la suivante. Avez-vous des idées pour d'autres films, 2, 3 autres films? Parce que là, ce dont vous avez parlé ne concerne qu'une infime partie de notre culture.
Nous connaissons tous les séparations au sein de la famille, le travail forcé. Nous avons des dizaines de milliers de Ouïghours qui attendent de se rendre dans des zones sûres aujourd'hui. Et si on peut vous aider, n'hésitez pas à nous le demander. Merci. So it's good. I'll meet you back there. Alors, je vous donne rendez-vous là derrière au fond de la salle tout à l'heure. Bon, je pense que nous avons le temps de prendre une toute dernière question et vous serez la toute dernière personne, je vous le promets. Et la Turquie est le pays où se sont rendus le plus grand nombre de Ouïghours en dehors de la région. Juste pour votre information. Merci beaucoup de ce film extrêmement important. Ma question est, quel rôle joue la question coloniale et que représente le mot Xinjiang et son utilisation pour se référer à votre région? Xinjiang, ce terme, d'après le dictionnaire chinois publié en 1893 ou 93, signifie nouvelle colonie. C'est écrit noir sur blanc dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire chinois-anglais, on donne l'explication en anglais, nouvelle colonie. Xinjiang, c'est un endroit colonial. Le pouvoir chinois a colonisé la patrie ouïghour et l'a rebaptisée Nouvelle Colonie. Alors, nous avons des accords au niveau de la colonisation à l'échelle mondiale, mais certains pays tels que la Chine n'ont pas respecté ces accords. Je songe à la Mongolie. J'espère qu'on y mettra un terme. J'avais 2-3 remarques rapides. Tout d'abord, lorsque je me rendais ici dans le tram, j'ai vu qu'il y avait une expo au Rathaus sur El Mayar. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, c'est une aventurière et autrice. Le premier livre que j'ai lu, c'était une histoire qu'elle a écrite sur son voyage. En fait, jusqu'à récemment, ce n'était pas la Chine telle que nous la connaissons. C'était un rappel historique de ce fait. Deuxième point, par rapport au colonialisme. Dans des organisations telles que la mienne et d'autres, les gens observent la façon dont la Chine se comporte au sein des Nations Unies et ailleurs, et je crois qu'ils essayent vraiment de faire passer le message selon lequel ils sont post-coloniaux, notamment au niveau du G77, en opposition à l'Occident mondialisé. Et ce n'est pas simplement au niveau de la rhétorique. Mais il faut se rappeler que c'est un narratif qu'ils ont préparé attentivement. Et c'est important pour eux parce qu'ils recherchent un soutien politique, mais ce n'est absolument pas un narratif qui est accepté partout dans le monde et même pas en Chine ou à Hong Kong, où la législation coloniale n'a pas été utilisée entre 1967 et 2020, lorsque Beijing a instauré la loi sur la sécurité nationale. Certains éléments ont été utilisés depuis lors pour cibler certains crimes, entre guillemets. Donc, je pense que nous devrions faire le travail qui nous revient. Merci. Malheureusement, nous n'avons plus de temps à disposition. Un très grand merci à vous tous de votre participation et merci aux membres du panel. Ramadan Mubarak, everyone.